Vous avez vu l'épisode 6 de House of the Dragon saison 1 et vous cherchez un endroit où aller plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici Mordred et aujourd'hui on décrypte l'épisode 6 de House of the Dragon. Il y a énormément de choses à dire sur cet épisode, alors c'est parti, ne perdons pas de temps. Première séquence d'intrigue que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est Daemon et Laena à Pentos. Oui, puisque Daemon et Laena se sont mariés visiblement, on l'apprend en tout cas en creux dans cet épisode 6, après l'épisode 5 et leur rencontre, lors du bal du mariage de Rhaenyra et Laenor. Bon, il se trouve qu'ils ont traversé le détroit et sont désormais en Essos, dans la cité libre de Pentos. Comme je vous le disais, Pentos est une cité libre à l'ouest du continent d'Essos, de l'autre côté du détroit qui sépare Essos et Westeros. Il se trouve que c'est une cité libre qui a été fondée par des marchands, et elle n'est pas spécialement en très bon terme à l'heure actuelle avec la triarchie, c'est en tout cas ce que dit à Daemon et à Laena le prince de Pentos, qui leur dit « J'aimerais bien un peu de votre aide et surtout de l'aide de vos dragons, puisque la triarchie commence à nous menacer. » À noter que les connaisseurs de Game of Thrones ont déjà vu un tout petit peu de Pentos, puisque la première fois que l'on découvre Daenerys Targaryen dans le premier épisode de la saison 1 de mémoire, elle se trouve à Pentos justement. Pour la petite histoire, la cité libre de Pentos a déjà eu affaire avec des Targaryens dans le passé, notamment dans ce qu'on appelle le siècle de sang, où Aegon Targaryen, qui à l'heure actuelle n'est pas encore conquérant de Westeros, part de l'autre côté du détroit et décide d'aider un petit peu les Pentoshi pour faire face à l'invasion de Volantis. On appelle le siècle de sang comme ça, tout simplement parce que c'est une période de grosso modo un siècle de grand chaos en Essos après la chute de Valyria suite au fléau, et à ce moment-là, en fait, Volantis, qui est une cité libre la plus puissante à cette époque, à ce moment-là, décide un petit peu de récupérer tout ce qu'elle peut de l'empire de Valyria, et évidemment, ce faisant, est un petit peu mise en porte-à-faux avec Pentos. Aegon Targaryen, justement, avant sa conquête de Westeros, décide d'aider Pentos et Tyrosh contre Volantis, et c'est à Lys que Balerion et Aegon Targaryen brûlent totalement la flotte de Volantis, mettant ainsi un terme à une grande menace contre Pentos. C'est l'habituelle heure pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, un commentaire, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube et puis ça me permet évidemment de savoir si vous appréciez, ça me fait chaud au cœur. Et puis si vous appréciez mon travail sur House of the Dragon, la pop culture en général, en ce moment c'est les Anneaux de Pouvoir, Star Wars Andor et puis un petit peu de pop culture quand j'ai le temps, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo puisqu'on n'a pas fini loin de là. A noter que dans cet épisode 6, on nomme le prince Reggio de Pentos, et il ne me semble pas que ce prénom existe dans Feu et Sang. On sait que Daemon et Laena partent un petit peu à Essos et notamment à Pentos pendant à peu près 1 an et demi, et je suis pas certain qu'on nous dise que le prince de Pentos s'appelle Reggio. Voilà, une petite liberté prise par la série. Le prince Reggio, justement, leur demande leur aide et surtout le soutien de leurs dragons face à de potentiels conflits face à la triarchie qui commence un petit peu à remuer à nouveau dans les degrés de pierre. Bon, il se trouve qu'on nous raconte qu'il y a désormais 3 dragons du côté du couple Daemon-Laena, j'allais dire Daena. Donc Daemon et Laena ont 3 dragons au total. On a Caraxès évidemment, le dragon de Daemon. On a Vhagar, désormais dragon de Laena, et enfin, une de leurs 2 filles jumelles possède une dragonne qui s'appelle Moondancer ou Danse-Lune. Daemon considère l'idée de rester à Pentos, et Laena, elle est pas du tout fan, elle aimerait bien retourner du côté de Lamarck, le siège de sa famille, et y faire naître du coup leur 3e enfant, puisqu'elle est enceinte à l'heure actuelle. On en apprend un tout petit peu plus sur les 2 jumelles de Daemon et Laena. On a d'un côté Baela qui elle est déjà dragonnière puisqu'elle a une dragonne qui s'appelle, comme je vous le disais, Danse-Lune ou Moondancer en VO, et on a Rhaena, elle qui pour le coup espère un petit peu que son œuf éclora. Pour l'instant ça fait 8 ans qu'elle l'a et ça n'éclot pas, donc elle est un petit peu déçue, hein, la pauvre, mais voilà. Petite précision, Rhaena c'est un prénom qui a déjà été utilisé dans la dynastie Targaryen. Rhaena Targaryen c'est la fille aînée d'Aenys Targaryen, le 2e roi Targaryen juste après Aegon.
Et pour la petite histoire, Rhaena Targaryen, elle chevauchait une dragonne du nom de Songefeu. Oui, Songefeu, dont on a déjà entendu parler dans les premiers épisodes de House of the Dragon, puisque c'est un des œufs de Songefeu qu'avait choisi Rhaenyra pour mettre dans le berceau de son petit frère. Du côté de Pentos, on assiste à la fin de l'épisode 6 à l'accouchement de Laena Velaryon qui est mariée du coup avec Daemon Targaryen. L'accouchement se passe très mal, ce qui nous donne évidemment des réminiscences de l'accouchement d'Aemma Arryn dans le premier épisode de House of the Dragon, et encore une fois, réminiscence, on a du coup le médecin qui vient voir Daemon et lui dit « J'en ai aucune certitude, mais peut-être que je pourrais sauver le bébé », mais bon, pour ça, il faudrait du coup ouvrir le ventre de la mère qui n'y survivra pas. Alors là-dessus, on a Daemon qui ne prend pas de décision, mais Laena qui quitte le lit d'accouchement et qui part vers la cour et rejoindre sa dragonne, Vhagar, qui l'y attend, et lui demande tout simplement de l'immoler par le feu. Un petit peu plus tôt dans l'épisode, on a Laena qui demande à Daemon de rentrer à Westeros, elle lui dit qu'elle aimerait avoir une vie meilleure, une vie plus intéressante, et elle lui dit qu'elle aimerait mourir en dragonnière. Voilà, évidemment, c'est une annonce de ce qui arrive plus tard dans l'épisode 6, puisque Laena demande à sa dragonne de lui mettre le feu. Donc on a évidemment cette scène assez déchirante de Vhagar qui regarde un petit peu avec des grands yeux sa dragonnière, qui lui dit Dracarys de façon répétée, et au bout d'un moment, la dragonne finit par accéder à sa demande, brûle vive sa dragonnière qui, voilà, finit par mourir comme elle l'avait voulu, à savoir en dragonnière. C'est un épisode qui est grandement dédié aux enfants de Rhaenyra, mais aussi d'Alicent Hightower, la reine de Westeros aux côtés de Viserys, donc je voulais faire un petit focus sur les enfants, ce qu'on sait déjà à l'heure actuelle de ce que nous a présenté l'épisode 6, pour savoir un petit peu quelles sont les dynamiques entre ces enfants, et vous verrez, il se passe des choses. Précision importante, évidemment, il se passe à peu près 10 ans entre l'épisode 5 et l'épisode 6, ce qui, évidemment, floute un petit peu les dates de naissance des différents enfants. On sait, en revanche, qu'Aegon II était déjà né dans l'épisode 2 de House of the Dragon, c'est d'ailleurs l'aîné de toute cette fratrie, ou de toute cette demi-fratrie, puisqu'on parlera évidemment des Velaryon un tout petit peu après. Donc Aegon II Targaryen, du coup le premier-né du mariage entre Alicent et Viserys Targaryen premier, donc c'est l'aîné, il est lié à un dragon, puisqu'on nous le dit dans l'épisode 6 qu'il s'agit de Sunfire en anglais, en français c'est Feu du Soleil, et ce dragon, puisqu'on ne l'a pas encore vu, je vous le dis, c'est un dragon aux écailles dorées, un petit peu plus tard on l'appellera probablement Feu du Soleil le Doré, et parfois même aussi la gloire d'Aegon. Le personnage d'Aegon II se montre pas forcément très clément avec son frère Aemond, mais aussi avec les deux enfants Velaryon de Rhaenyra et de Laenor, puisqu'on le voit, d'un côté il se moque ouvertement de son frère cadet, et de l'autre côté il n'hésite pas à chahuter très grandement à l'entraînement Jacaerys et Lucerys. C'est un adolescent, donc il est intéressé un petit peu par, évidemment, les plaisirs de la chair, comme on le voit à cette fenêtre, où il se fait plaisir alors que sa mère est en train de l'interrompre. Voilà, sympathique, ça donne envie, et un petit peu après, on le voit aussi se mettre à reluquer une des femmes de chambre qui passe par là, dans la cour d'entraînement. Dans cette fameuse scène qu'il partage avec Alicent Hightower qui l'interrompt dans sa petite partie avec sa main droite, on le voit pas trop comprendre en fait l'enjeu pour lui de la succession de Rhaenyra. Alicent d'ailleurs lui sert exactement le même discours que son père lui avait servi quelques années plus tard, Otto Hightower, qui lui disait « En fait c'est simple, si Rhaenyra arrive sur le trône, toi tu vas tout simplement mourir ». C'est exactement ce qu'Alicent lui répète du coup à son fils aîné, et il lui dit tout simplement, en fait, tu es un défi pour sa succession, et le jour où elle atteint le trône, eh bien toi, tu peux tout simplement être passé au fil de l'épée. Là-dessus, elle insiste, elle dit à Aegon, tout le royaume a conscience que tu deviendras un jour notre roi. Alors ça sera beaucoup plus rapide puisqu'on la voit très brièvement, il s'agit de Helaena qui est donc la deuxième fille de Viserys et d'Alicent, donc c'est leur première fille. C'est une jeune femme que l'on découvre très absorbée par l'observation d'un insecte. Bon, on voit bien que Alicent, elle s'en carre un petit peu, mais alors,
moi j'ai trouvé très intéressant les petits bouts de dialogue qu'elle se dit à elle-même finalement au moment où Alicent est en train de parler avec Aemond. Alors, parlons un petit peu d'Aemond justement. Aemond, c'est le deuxième fils de Viserys et d'Alicent, donc le frère cadet d'Aegon II. On le disait, Aegon se moque allègrement de son frère, puisqu'il n'est pas à l'heure actuelle lié avec un dragon, et pour autant, Aemond est extrêmement obsédé par ces bestioles, puisque c'est Alicent elle-même qui le dit. On le voit d'ailleurs partir à l'intérieur de Fausse Dragon après avoir reçu les moqueries de Lucerys, Jaehaerys et de Aegon. Il cherche, évidemment, un dragon avec lequel se lier. Bon, ce faisant, il tombe sur un dragon que Viserys nous apprend sauvage et non nommé, donc au final, c'était rien de ce qu'on se disait sous ma vidéo théorie contre l'épisode 6, puisque visiblement c'est un dragon sauvage, alors peut-être que c'est un dragon qui est name-droppé plus tard dans Feu et Sang, mais pour l'instant, il n'a pas l'air d'être nommé dans l'épisode 6 de House of the Dragon. Alicent lui promet qu'il aura un jour un dragon à lui, et Helaena, juste à ce moment-là, toujours en train de regarder cet insecte, dit « Il devra perdre un œil avant ». Petite annonce, probablement, pour le futur de la série, bien évidemment. Je passe du côté des Velaryon, puisque les enfants de Rhaenyra doivent être appelés Velaryon avant qu'ils arrivent sur le trône, puisque c'est la promesse qu'a fait Viserys à Corlys Velaryon dans l'épisode 5, rappelons-le. Le premier de la fratrie Velaryon n'est autre que Jaehaerys qui est du coup l'aîné de Laenor et Rhaenyra. Il est lié à un jeune dragon, comme on le voit à Fausse Dragon dans cet épisode 6, ce petit dragon s'appelle Vermax, et il a l'air du coup d'obéir aux ordres de Jaehaerys, donc qui lui est déjà lié visiblement. Alors visiblement, on sait pas exactement quels âges ils ont, puisque ça ne l'est pas dit, me semble-t-il, dans cet épisode 6. Il faut savoir que dans le bouquin, Jaehaerys a 1 an de plus que Lucerys et 3 ans de plus que Joffrey. Alors pour le coup, ce qui est certain, c'est que dans la série, Joffrey est beaucoup plus jeune, puisqu'il vient tout juste de naître dans l'épisode 6, et que Lucerys et Jaehaerys ont l'air d'avoir entre 14 et 12 ans, peut-être un truc comme ça. On en reparlera évidemment, mais dans cet épisode 6, il y a cette dimension autour de leur parenté, évidemment, à tous ces enfants Velaryon, et Jaehaerys, pour le coup, est le seul des enfants à avoir conscience de ces rumeurs-là. Il demande, au bout d'un moment, après que Harwin Strong quitte la cour, il demande à sa mère « Est-ce que je suis le fils de Harwin Strong ? Est-ce que je suis un bâtard ?» Et là-dessus, Rhaenyra ne lui répond pas, encore que c'est quand même un petit peu un aveu, elle lui dit « Tu es un Targaryen, voilà tout ce qui compte ». C'est important évidemment cette notion de bâtardise, puisque l'on sait qu'un bâtard a pas vraiment beaucoup de chances d'atterrir sur le trône, et si c'est prouvé, évidemment, les enfants de Rhaenyra et peut-être Rhaenyra elle-même pourraient se voir leur succession complètement annulée par Viserys. Dans cette fratrie Velaryon, on a évidemment Lucerys, qui a l'air un petit peu plus jeune que Jaehaerys, c'est normal, puisque c'est dans le bouquin, et on a évidemment Joffrey, qui a l'air beaucoup plus jeune que, tout simplement parce qu'il vient de naître. Voilà, je vais pas m'apesantir trop longtemps sur ces deux personnages-là, ces deux enfants qui viennent de naître, puisque l'épisode 6 nous donne très peu d'informations sur eux de toute façon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Jaehaerys et Lucerys ont des prénoms bien targaryens comme il faut, ou du moins bien valériens comme il faut, et que Joffrey, pour le coup, a été nommé par Laenor, évidemment en hommage à son favori perdu dans l'épisode 5, Joffrey Longbec. Justement, sur ces affaires de rumeurs autour de la parenté des enfants Velaryon, on voit bien dès le début de l'épisode 6 que Alicent a ses doutes, elle demande à ce que Joffrey lui soit amené sur le champ juste après la naissance, et Rhaenyra décide de l'emmener elle-même, alors qu'elle devrait très clairement se reposer pour montrer évidemment toute la tension qui existe entre les deux femmes. D'ailleurs, on peut capter ce dialogue extrêmement assassin d'Alicent vers Laenor. Rhaenyra et Viserys ne l'entendent pas, mais elle dit à Laenor « Continuez, sœur Laenor, un jour, peut-être, vous en ferez un qui vous ressemble. » Bon, j'imagine que c'est apprécié de la part de Laenor, et probablement de Rhaenyra un petit peu plus tard. Encore une fois, on a Alicent qui milite auprès de Viserys, et elle lui dit « Mais en fait, avoir un enfant de cette sorte-là, c'est une erreur, en avoir 3, c'est une insulte. Une insulte au royaume, une insulte au roi évidemment, mais aussi à sa bonne volonté. »
Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit Alicent prendre un petit peu le rôle d'Otto à l'époque. Elle essaie de faire ouvrir les yeux à Viserys, qui, lui, est un petit peu dans une cécité volontaire, c'est ce que dit Larry Strong à son sujet. Au moment où il découvre Joffrey, le nouveau-né, on a Viserys qui dit à Laenor « Je crois qu'il a le nez de son père ». Bon, visiblement, c'est pas tout à fait possible, puisqu'il est probable que Laenor n'ait pas enfanté, n'ait pas procréé avec Rhaenyra. En tout cas, c'est tout ce que veulent nous faire savoir, ces rumeurs. Encore une fois, on a Alicent un petit peu plus tard qui insiste auprès de Viserys, et Viserys lui dit « Mais tu sais, la nature peut travailler dans des façons bien mystérieuses », et il lui dit « J'aimerais bien que tu arrêtes d'en parler, d'arrête de m'en parler en tout cas ». Voilà, donc on voit encore une fois Viserys qui veut croire sa fille, et qui veut ne pas croire à la bâtardise de ses petits-enfants. J'en profite évidemment pour mentionner que Viserys ça va de moins en moins bien, hein, ça va de pire en pire, très clairement, on a ses cheveux qui sont très clairement beaucoup plus clairsemés que dans les épisodes précédents, on voit aussi qu'il a un des bras qui est caché sous ses tuniques, on voit juste un des bras de ses chemises qui pendouille, donc il l'a probablement en écharpe contre son torse, visiblement. Il doit être aidé régulièrement pour pas mal de choses, notamment Alicent qui l'aide à s'installer sur des fauteuils par exemple, et on a évidemment le retour de la symbolique du rat, hein, de la pourriture, autour de Viserys, puisqu'un petit peu plus tard, à la fin de l'épisode, on voit un rat traverser un petit peu la cheminée au-dessus de Viserys, voilà, donc ça montre encore une fois qu'il y a quelque chose de pourri au royaume, très symbolisé évidemment par la condition du roi. Sur cette histoire de rumeurs autour de la parenté des fils Velaryon, on a évidemment une scène hyper importante, c'est celle de la bagarre entre Criston Cole et Harwin Strong. Tous les deux se trouvent dans la cour d'entraînement avec les princes, on a Aemon et Aegon d'un côté, on a Lucerys et Jaehaerys de l'autre, et on se rend compte en fait que Criston Cole, qui est le sergent instructeur, alors pas un sergent mais le garde instructeur de tout ce petit monde, qui en fait s'intéresse beaucoup plus à Aegon et Aemon, plus qu'à Lucerys et Jaehaerys. On le rappelle, à cette époque, Lucerys et Jaehaerys sont très clairement les héritiers du trône, hein, puisque Rhaenyra est héritière du trône, pas du tout Aegon à l'heure actuelle, puisque Viserys n'est pas revenu sur l'ordre de succession à l'heure actuelle. Ça se voit notamment dans le fait que Criston Cole appelle Aegon et Aemon prince, contrairement à Lucerys et Jaehaerys. Ça montre évidemment à quel point Criston Cole est beaucoup plus proche désormais d'Alicent que de Rhaenyra, on le verra un petit peu plus tard. De son côté, on a Harwin Strong qui est devenu Lord Commandant du guet de Port-Réal et qui se trouve être à cet endroit-là et a les dents qui grincent de plus en plus quand il voit que Criston Cole se fout complètement de l'enseignement militaire de ce qui pourrait être les fils de Harwin Strong. Criston Cole le provoque et finit par dire « Mais en quoi ça vous intéresse en fait? Vous avez l'air très proche de ces deux enfants, quasiment aussi proche que quelqu'un le serait de son frère, d'un neveu ou même d'un fils. » Là-dessus évidemment on a Harwin Strong qui voit rouge et qui le jette à terre et le roue de coups. On a Criston Cole en sang à terre qui dit « Ouais, c'est bien ce que je pensais. » Donc on a probablement une idée que Criston Cole a provoqué Harwin Strong pour confirmer un petit peu la rumeur et voir que, voilà, selon lui, en tout cas, c'est une preuve que Harwin Strong est bel et bien le père de Jaehaerys et Lucerys. Évidemment, tout ceci vaut remontrance à Harwin de la part de son père, Lionel, qui est la main du roi à l'heure actuelle. Lionel Strong qui se retrouve un petit peu en porte-à-faux lors du prochain conseil restreint, puisque au moment où il semble soutenir une proposition faite par Rhaenyra, qui assiste au conseil restreint elle aussi, on voit Alicent lever les yeux au ciel et dire un petit peu sous cap « Bien sûr ». Sous-entendu, évidemment que Lionel Strong, qui serait le grand-père caché des petits-enfants de Viserys, donc de Lucerys et Jaehaerys, bon, évidemment qu'il soutiendrait Rhaenyra dans ses propositions au conseil restreint. Donc on a véritablement Lionel Strong qui commence à se dire « Mais attendez, je suis en porte-à-faux désormais », il va voir le roi et il lui propose sa démission. Il explique, d'ailleurs, Alicent est présente, et Alicent le pousse, évidemment, à expliquer un petit peu plus avant les raisons de sa volonté de démissionner. Il dit qu'une ombre s'est abattue sur sa maison, que son fils s'est déshonoré, et qu'il veut désormais démissionner de sa charge de main du roi. Là-dessus, Viserys et surtout Alicent le poussent à expliquer véritablement quelles sont ses raisons. Il reste fort, comme son nom l'indique, et ne dit pas que c'est à cause
de son fils Harwin, donc ça ne donne pas de preuve à Alicent, mais voilà, du coup Viserys lui dit « si tu ne peux pas me donner de vraies raisons de démissionner, je n'accepterai pas ta démission ». Il lui demande quand même de quitter Port-Réal avec Harwin pour aller à Harrenhal, leur siège ancestral. Bon, on en reparlera un petit peu après. Je voulais évidemment revenir sur cette dynamique qui est très très tendue entre Alicent et Rhaenyra. Alors il s'est passé 10 ans entre les épisodes 5 et l'épisode 6, donc forcément, beaucoup de choses se sont passées. Déjà, on a changé d'actrice. Je trouve que ces deux actrices montrent bien à quel point les relations sont tendues. Les deux femmes sont extrêmement froides l'une envers l'autre. Évidemment, ça exacerbe toutes ces tensions, toute cette dynamique entre ces deux personnages. Donc je vous l'ai dit, Alicent demande à voir le bébé immédiatement après sa naissance. D'ailleurs, au moment où Rhaenyra monte les escaliers vers les appartements d'Alicent, on a un seigneur qui vient exprimer son soutien à Rhaenyra, qui la félicite évidemment pour la naissance de son nouvel enfant. Il s'agit de Lord Caswell. Lord Caswell qui lui dit si je peux me rendre utile, et là-dessus Rhaenyra lui répond le jour pourrait venir, effectivement. Très intéressant cette phrase évidemment, puisqu'on a Rhaenyra qui semble peut-être se préparer à un éventuel conflit, en tout cas elle sait qu'elle peut compter sur Lord Caswell. Pour information, la maison Caswell, c'est une maison qui est située dans le Bief, dans une ville qui s'appelle Pont-la-Mer. Elle est vassale des Tyrell à l'époque, elle est loyale, semble-t-il, à la cause de Rhaenyra, comme je vous l'ai dit. Ses armoiries, c'est un centaure jaune armé d'un arc sur fond blanc. J'en parlais tout à l'heure, on a désormais un Criston Cole qui est beaucoup plus proche d'Alicent, ça semble désormais être son protecteur personnel, et tous les deux partagent évidemment ce qu'ils pensent de toutes ces intrigues à Port-Réal, et notamment leurs avis sur Rhaenyra. On a d'ailleurs Criston Cole qui se permet d'insulter derrière son dos la princesse héritière. Bon, là-dessus Alicent le calme un petit peu et lui dit qu'elle a besoin de croire que ce qu'ils font, c'est un modèle de droiture, donc elle ne veut pas qu'il l'insulte. Mais ça montre en tout cas évidemment assez bien que Criston Cole est complètement passé de l'autre côté, il ne souhaite plus du tout soutenir Rhaenyra. Je vous le disais, on assiste à un conseil restreint assez tendu, puisque Alicent accuse Daemon Targaryen d'avoir laissé les degrés de pierre complètement sans défense, et là-dessus Rhaenyra la coupe et lui dit c'est nous qui l'avons laissé sans défense, puisque ils auraient dû construire des tours de défense, placer des garnisons sur place. Désormais, les degrés de pierre sont à nouveau la cible de la triarchie, mais aussi de Dorne, qui s'est allié à la triarchie, donc voilà, cette zone à nouveau semble être le cœur d'un potentiel conflit. On a quand même à la fin de ce conseil restreint une main tendue de la part de Rhaenyra à Alicent, elle lui dit, grosso modo, elle s'excuse pour les tensions vécues par ses fils face aux siens, et elle lui propose de s'allier finalement, elle lui propose un mariage d'alliance entre Helaena d'un côté et Jaehaerys de l'autre, Jaehaerys l'héritier du trône après Rhaenyra. Et là-dessus, on a Alicent qui lui dit « Oui, nous allons considérer cette proposition », mais elle a évidemment aucune intention de marier sa fille au fils Velaryon. D'ailleurs, on a Rhaenyra qui fait référence au fait qu'ils pourraient gouverner ensemble, et c'est quelque chose qui a déjà été fait par le passé par les Targaryens, où on avait évidemment le roi qui était en poste, mais on avait aussi une grande propension à écouter la reine, c'était notamment le cas durant le règne de Jaehaerys Ier, et à côté, on avait sa femme Alysanne. À la fin de l'épisode 6, on a Rhaenyra qui décide de quitter Port-Réal, avec son mari évidemment, mais aussi ses enfants. Elle retourne à Père Dragon, à Dragonstone, donc elle est héritière en titre, donc elle est évidemment souveraine sur cette île, l'île de Père Dragon. Voilà, elle emmène son mari, ses enfants, mais aussi le favori, le nouveau favori de Laenor, le nouvel amant de Laenor, puisqu'on le rappelle, les deux ont un accord, Laenor fait ce qu'il veut, Rhaenyra fait ce qu'elle veut, et c'est probablement voilà, le fruit de cela que l'on voit en Jaehaerys et Lucerys, mais aussi Joffrey. Il se trouve qu'on a le nom du nouvel amant de Laenor, il s'agit de Carl Corey qui est tout simplement un chevalier au service de la maison Velaryon à cette époque-là. Dernière séquence évidemment que je voulais évoquer, c'est toute cette séquence autour du dîner entre Larys et Alicent, et évidemment ses conséquences. On a Larys qui dîne à l'intérieur des
appartements de la reine, tout simplement, on les reconnaît à la fenêtre, bien sûr. On a Larys notamment qui explique en fait que c'est lui d'habitude qui renseigne la reine, mais cette fois c'est elle qui a plus d'informations que lui, tout simplement parce que elle était là lorsque Lionel Strong a essayé de donner sa démission au roi. Ça a l'air un petit peu en creux de nous confirmer que Larys sert un petit peu de maître des chuchoteurs non officiels auprès d'Alicent Hightower. Pour ceux qui connaîtraient pas, le maître des chuchoteurs, en général, c'est quelqu'un qui sait très très bien s'informer, qui a un réseau d'espions, un réseau d'informateurs un petit peu partout, c'est grosso modo le maître du renseignement. Ici, il n'est pas officiel, tout simplement parce qu'il ne siège pas au Conseil restreint, on ne le voit pas en tout cas au Conseil restreint dans cet épisode 6. En tout cas, durant ce dîner, on a Alicent qui dit à Larys qu'elle aimerait bien avoir une main du roi qui lui serait plutôt partiale à elle, et pas à Rhaenyra, et donc elle dit évidemment qu'elle aimerait bien voir le retour de son père en tant que main du roi. Cette phrase est évidemment pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque Larys va ensuite agir et va créer en fait une espèce de task force auprès de plusieurs prisonniers. Il va en fait leur offrir leur liberté, leur offrir un petit peu de clémence contre 1, leur langue, pour qu'ils puissent pas parler, et contre 2, un service qu'on va voir à la fin de l'épisode. D'ailleurs intéressant, je sais pas si vous avez vu, mais dans cette séquence, on voit sur la canne de Larys qu'il y a un symbole très précis, c'est un symbole d'insecte. Alors pour le coup, je ne savais pas que Larys était lié à ce symbole-là, puisque voilà, la famille Strong a un autre symbole, donc est-ce que c'est quelque chose qui a été inventé pour les besoins de la série ? C'est possible. Quoi qu'il en soit, on voit ce même symbole qui est sur la cape de ces 3 personnages qu'il a décidé de faire quitter les geôles de Port-Réal et d'emmener vers Harrenhal, le siège de la famille Strong. Et on découvre un petit peu plus tard qu'après leur arrivée, Harwin Strong et Lionel Strong meurent dans un incendie au sein de la forteresse. Bon, évidemment, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que Larys a fomenté lui-même la mort de Harwin Strong et de Lionel Strong dans un incendie accidentel à Harrenhal. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe effectivement comme ça dans le bouquin Feu et Sang, mais le bouquin Feu et Sang ne donne jamais vraiment le cœur net sur qui a causé cet incendie. On parle évidemment de Larys Strong, mais on parle aussi de potentiellement Viserys, mais aussi d'autres potentiels coupables. À nouveau, on a une citation de la fameuse malédiction de Harrenhal, et on a aussi un name-dropping de Harren le Noir, Harren Chenu, puisque c'est le nom d'un des anciens possesseur de Harrenhal, c'est même celui qui l'a fait bâtir. À savoir que Harren Chenu, Harren dit le Noir, est un roi des îles de Fer mais aussi du Conflant avant la conquête de Westeros par Aegon Targaryen. C'est lui qui est extrêmement riche et décide de faire bâtir une forteresse absolument titanesque, la plus grande du royaume à l'époque, et il décide de faire construire du coup Harrenhal pour avoir un nouveau siège. Cette forteresse a pris près de 40 ans à sortir de terre, et quelques légendes racontent que dans le mortier on aurait mélangé un petit peu de sang également, en référence au fait que Harren le Noir était considéré comme extrêmement cruel, mais aussi avait la folie des grandeurs. Il faut savoir que Harren le Noir est mort brûlé par du feu dragon lors de la guerre de conquête d'Aegon Targaryen, où il disait en fait à Aegon « J'ai choisi de construire mon château en pierre, tout simplement parce que la pierre ne brûle pas ». Bon, il se trouve que le feu dragon de Balerion a réussi non seulement à faire fondre la pierre de Harrenhal, mais aussi à brûler tout ce qui n'était pas fait de pierre à l'intérieur. Donc, Harren Chenu et sa famille sont morts complètement brûlés à l'intérieur de leur forteresse. Lorsque la reine Alicent apprend ce qui s'est passé, apprend la mort de Lionel Strong et de Harwin Strong, elle est proprement horrifiée. Elle le dit d'ailleurs à Larys Strong, et Larys qui est plutôt assez content de son coup, qui lui dit « Voilà, bon, maintenant je sais ou j'attends, je suis certain que vous me récompenserez en temps voulu, quand le temps sera bon. » Donc on comprend bien évidemment que Larys Strong a un petit peu serré la reine et a réussi à faire ce qu'il voulait, et là-dessus en fait on a Alicent qui, encore une fois, nous montre que elle aimerait bien faire les choses bien, mais que les gens autour d'elle, en fait, ils sont un petit peu moins scrupuleux qu'elle. En tout cas c'est le cas avec Larys Strong, qui semble en grand manipulateur avoir réussi à mettre la main un petit peu sur la reine, et à faire en sorte de comprendre ce qu'il voulait qu'elle lui dise, plutôt que ce qu'elle lui a dit véritablement. D'ailleurs, on a Larys Strong qui conclut un petit peu cet épisode avec sa philosophie à lui. Pour lui, l'amour cause notre perte,
D'ailleurs, juste à ce moment-là, on a Viserys qui embrasse la bague d'Aemma Arryn, qu'il a gardée, donc on a toujours un Viserys amoureux d'Aemma Arryn, et il dit également que les enfants, c'est une folie, c'est une futilité. La simple présence d'un enfant nous fait faire des choses absolument dingues, et évidemment, ça annonce probablement de futurs problèmes dans la suite de House of the Dragon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 6 de House of the Dragon saison 1, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un pouce en l'air, vous le savez, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Évidemment, si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez le soutenir, abonnez-vous à la chaîne, et activez la petite cloche bien évidemment, vous y verrez notamment d'autres vidéos sur House of the Dragon, sur les Anneaux de Pouvoir, sur Star Wars Andor et sur la pop culture en général. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, salut à tous!